Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et pour un auteur Slatkin et compagnie, ça faisait très longtemps. Et d'ailleurs, j'en profite pour embrasser Luca Di Fulvio, à qui on pense très fortement en ce moment. On l'embrasse. Voilà. Et on espère que ça ira mieux pour Luca, en tout cas pour les semaines à venir. Alors, ce soir, on a la chance de recevoir Marc Woltenauer pour Cendre ardente. Ce n'est pas le premier roman chez Statkin, c'est déjà le cinquième avec cet inspecteur, l'inspecteur Hauer. On va en parler évidemment longuement tout à l'heure. Euh, mais pour débuter, Louis Beauvais, qui est donc l'éditeur chez Statkin, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises. Louis, j'aimerais que tu nous présentes, Marc, la manière dont tu l'as aussi découvert. On sait qu'il est extrêmement connu en Suisse, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être un peu moins en France. Comment tu pourrais le définir aussi en tant qu'auteur et comment tu l'as découvert? Alors, bonsoir à toutes et à tous pour commencer. Luca pense bien à vous aussi pour continuer la petite introduction. Alors, Marc Foltenauer, c'est mon père Henri Beauvais qui l'a découvert. Pour vous raconter la petite histoire, à l'origine, on était associé avec les éditions Slatkin, qui est une maison genevoise. Et lors d'une réunion classique où mon père se rendait à Genève, il s'est rendu compte qu'il y avait un livre qui était absolument partout, en pile, dans toutes les librairies, qui s'appelait Le Dragon du Muvran, qui était le premier roman de Marc Foltenauer. Et à partir de là, mon père et Marc se sont rencontrés, voilà, les négociations d'éditeurs se sont faites, et Marc a décidé, et pour notre plus grand bonheur, de nous rejoindre. Et on a republié ce livre, Le Dragon du Muvran, qui était un best-seller total en Suisse, qui racontait l'histoire. Marc vous le racontera, il a une formation un petit peu religieuse et qui racontait l'histoire d'un corps qu'on découvrait sur l'autel d'un temple dans un petit village suisse qui s'appelle Grillon. Et donc, on découvrait le paysage des Alpes vaudoises et tout ce que ça comportait comme mystère. Et donc, ça a été un très gros succès. Et on a publié les livres suivants de Marc Foltenauer, qui sont toujours des énormes succès en Suisse, comme tu le dis, et qu'on essaye d'installer en France pour que le succès suisse soit le même qu'en France. Et donc, voilà. Voilà comment Marc et la maison se sont rencontrés. Allez, mon père qui vient me dire bonjour. Salut, ça va? C'est super, très beau le décor Cendres ardentes, là, il va être ravi. Le logo d'Albanie, évidemment, derrière. Ah, mais vous êtes en ligne? Ouais, mon père n'avait pas compris qu'on était en ligne. Petit aparté. Donc voilà, c'est mon père dont je vous parlais qui a découvert Marc Foltenauer. Et puis après, on a publié ses livres suivants. Qui a tué Heidi, le deuxième livre de Marc, qui est mon préféré, qui vous fait plonger une fois de plus dans les coutumes des Alpes vaudoises, en particulier le milieu des éleveurs locaux. L'Aigle de sang qui se passe en Suisse, et puis les livres de Marc, et puis le dernier, Cendres ardentes, comme tu l'as dit, Anthony, qui nous emmène un petit peu dans le monde de la communauté albanaise. La Suisse est peu connue pour avoir un taux de criminalité élevé. Ça fait partie quand même des pays où la criminalité est une des plus faibles. J'ai regardé d'ailleurs, c'est la 11e. C'est l'11e pays avec une criminalité faible. Comment on arrive en tant qu'auteur à écrire des polars, des thrillers, des livres qui parlent d'horreur, de démembrement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fascine tant justement dans ce genre de livre? Alors, bonsoir à tout le monde et puis bienvenue. Euh, Vous voyez, j'ai peut-être changé tout à l'heure de fond d'écran. Comme ça, vous voyez derrière moi la montagne, c'est le Muvran. Donc, c'est une vue que j'ai normalement depuis chez moi. Alors que là, je suis à Trèves, en Allemagne, et puis il fait gris, moche. Je suis dans un McDonald's, donc c'est un peu moins sympa. Voilà, c'est pour placer le cadre. Alors, c'est vrai que la Suisse, a priori, il n'y a pas une énorme criminalité, il n'y a pas un taux de meurtre très élevé. Il y a peut-être en Suisse une criminalité qui est plus la criminalité à col blanc, criminalité financière notamment. Néanmoins, c'est vrai que c'est un pays où il y a quand même aussi pas mal de trafic, notamment trafic de drogue ou en tout cas qui est
une plateforme pour le trafic d'êtres humains aussi, notamment. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que si on a l'impression d'avoir un peu un environnement calme, paisible, bah justement, d'y mettre des crimes, ça permet de mettre ça en contraste. On a d'un côté cette quiétude et puis finalement des choses horribles qui s'y passent. Et puis c'est dans le contraste qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent surgir. Et finalement, quand on a des récits qui se passent, disons, dans un petit village de montagne paisible en Suisse, finalement, ce petit village a une certaine universalité. Donc finalement, ça pourrait aussi se passer n'importe où ailleurs dans le même type de contexte. Ce sont des genres qui vont au-delà des simples meurtres. Vous décrivez une telle situation albanaise, pour le coup, on en parlera tout à l'heure, évidemment, mais rien ne vous prédestinait à être écrivain, de thriller. Vous avez fait des études de théologie. On en parlera aussi tout à l'heure parce que la théologie, la religion intervient grandement dans votre roman. Quand même une part, et vous dénoncez certaines pratiques. Ça sera pour tout à l'heure. Mais vous avez également fait carrière dans la banque et dans l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui, justement, a déclenché votre envie d'aller vers ce type de roman et en même temps, tout simplement, d'écrire, tout simplement? C'est vrai que je me serais jamais imaginé commencer à écrire, encore moins finalement que l'écriture devienne mon travail à plein temps. Pour moi, c'était une vraie surprise. J'ai commencé à écrire en 2013 et en fait, c'était directement Le Dragon du Muvran que j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Et c'était vraiment une décision assez spontanée et subite. On revenait avec mon compagnon d'un voyage d'une année autour du monde. Et avant de retrouver un job, un appartement, on a été squatté chez mes beaux-parents en Suisse, justement dans le petit village de Grillon. Et tout d'un coup, ce lieu m'a inspiré. Je me suis dit, mais c'est un endroit qui est tout à fait approprié pour y imaginer une intrigue policière. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des notes du jour au lendemain et 2-3 jours plus tard, finalement, à écrire ce premier roman policier. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien qui me prédestinait à l'écriture. Par contre, j'ai toujours été un grand lecteur de romans policiers. Et puis, finalement, je me suis rendu compte en démarrant l'écriture de ce premier polar, Le Dragon du Muvran, que je pouvais finalement pas me passer de l'écriture parce que j'adorais ça. Mais pour moi, c'était un peu une révélation. Il a l'air très farceur. C'était Bertrand que connaît aussi Marc. J'ai pas vu. L'inspecteur Auer, justement, c'est donc le 5e roman où vous le mettez en scène. On a l'impression qu'il vous ressemble évidemment quand même beaucoup sous certains aspects. En tout cas, c'est ce que j'en ai déduit au travers des caractéristiques physiques, notamment. Est-ce que c'est un métier, être inspecteur, que vous auriez aimé faire? Est-ce que c'est aussi un inspecteur que vous auriez aimé être, cet inspecteur Auer? Est-ce qu'il y a une envie aussi de faire une sorte de transfert criminel, en tout cas de recherche criminelle à travers lui? Alors, je dirais, j'ai toujours aimé le domaine policier aussi comme gamin, comme lecteur, comme aussi dans les films, les séries. Quand j'étais gamin et ado, j'avais plutôt en tête le foot et puis après, j'ai décidé de devenir pasteur. C'est un peu ça les deux choses qui me guidaient. La police s'est passée un peu en arrière-plan. Mais c'est vrai que plus j'avance maintenant dans l'écriture des romans policiers, et plus finalement je rencontre aussi des gens qui travaillent dans la police parce que là, ces 2-3 derniers mois, j'ai fait 5 ou 6 fois, je crois, au siège de la police judiciaire pour parler avec différentes personnes dans différents domaines de la police, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, être le plus réaliste possible, le plus crédible possible, et puis d'avoir ce contact direct avec les inspecteurs. Notamment dernièrement, j'ai eu plusieurs discussions avec le vrai Andreas Auer, le chef de la brigade criminelle à Lausanne. Et c'était assez fascinant d'échanger avec lui sur comment il mène les enquêtes, son regard aussi sur mon écriture et comment je dépeins le travail de la police judiciaire. C'était vraiment passionnant. Après que le personnage me ressemble,
c'est clair qu'au début, il y a eu un peu cette idée. Je me suis dit, bah, tiens, s'il me ressemble en partie, ce sera plus simple d'écrire au sujet de ce personnage. C'était l'idée que j'avais au début. Donc, Auer, ça vient de Woltenauer, bien sûr. Andreas, c'est mon deuxième prénom. Physiquement, avec quelques ressemblances, quelques passions aussi, comme celle du whisky. Mais en fait, plus j'avance dans l'écriture, plus c'est un personnage qui devient indépendant et qui s'éloigne finalement de ma propre réalité, même s'il y a forcément des liens qui existent. Mais je crois que maintenant que j'ai quelques livres finalement derrière moi, j'ose m'aventurer sur des terrains sur lesquels je m'aventurais pas au début. Donc j'ai l'impression au début que c'était plus simple d'être proche de ma propre réalité, notamment pour le personnage principal. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux justement aussi travailler sur des personnages qui sont très très loin de ma réalité à moi. Le personnage principal, parce que j'ai l'impression que pour celui-ci, il est plutôt en retrait. Mhm. Il est bien plus en retrait peut-être que sur les autres livres ou qu'un polar classique avec un inspecteur Mhm. phare, entre guillemets. Là, vous êtes davantage dans la tête des autres personnages et c'est ce qui Mhm. donne du sel aussi au livre parce qu'il est Mhm. extrêmement dense, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il est extrêmement dense, notamment sur le côté historique, Mhm. sur les personnages. J'aimerais que vous nous disiez justement parce que c'est un choix fort de ne pas mettre forcément le commissaire en avant, car le commissaire intervient, ou en tout cas les phases avec le commissaire n'interviennent Mhm. que dans sa vie euh, personnelle, familiale, notamment avec son Mhm. compagnon, comme une sorte de bouffée d'air, une bouffée d'air entre deux chapitres qui sont extrêmement forts, avec des scènes extrêmement puissantes également. Est-ce que Mhm. c'était cette volonté-là, justement, d'aérer aussi le récit pour éviter qu'on soit en suffocation sur certaines scènes? Non, je pense que la vie quotidienne faisait déjà partie du premier livre où on se retrouvait régulièrement dans l'intimité, donc chez l'inspecteur et son compagnon, où ils partageaient des bons plats, ils buvaient un whisky, ils discutaient, ils faisaient le point. Donc, dès le départ, il y avait dans mon écriture, je dirais, ces moments de pause, de respiration. Ils sont peut-être moins fréquents justement dans le dernier ou l'avant-dernier. Euh, mais, mais oui, je pense que ça fait partie de, du rythme du livre, des fois de le casser justement. Des fois, on est dans l'accélération, des fois, on est dans un peu un ralenti. Après, sur la question de pourquoi est-ce que c'est pas lui cette fois qui est le personnage central, en fait, c'est l'histoire qui a un peu l'histoire et les personnages qui m'a guidé dans ce sens. C'était pas forcément une décision. C'est vrai que en règle générale, on a plutôt cette construction où on a un protagoniste qui est l'enquêteur et un antagoniste qui est le criminel. Et puis finalement, l'objectif du livre, c'est que le protagoniste réussisse à trouver qui est l'antagoniste, à l'arrêter, pour résumer. Et finalement, quand je suis parti voyager en Albanie, euh, toute l'histoire que j'avais imaginée avant, c'est profondément, je dirais, métamorphosé, a changé. Il y a des personnages qui sont nés, je dirais, dans ma tête, qui ont pris une place importante. Et finalement, sans vraiment m'en rendre compte, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, le vrai protagoniste, c'est pas Andreas cette fois dans cette histoire. C'est Sokol, ce personnage d'origine albanaise qui débarque en Suisse à l'âge de 70 ans, et puis finalement qui va se lier d'amitié avec deux autres personnages. Et quelque part, c'est ce trio-là, en fait, qui devient le protagoniste face à un autre albanais, Skender, qui lui est l'antagoniste. Et ça, on le sait dès le départ, en fait, aussi. Albanie, justement, vous disiez que vous étiez parti en voyage là-bas et que ça a été peut-être un déclic pour écrire sur l'Albanie, ou je ne sais pas. En tout cas, quel lien avez-vous avec ce pays? Quel lien vous entretenez peut-être avec son histoire? Puisqu'il me semble que cette communauté est plutôt présente en Suisse Mhm. et qu'elle n'est pas forcément très appréciée, si j'ai bien suivi, ou en tout cas qu'elle Mhm. est pointée du doigt, on va dire ça. Quelle est votre histoire avec ce pays et cette communauté-là pour qu'elle finisse dans votre roman? Mhm. Mhm. Euh, la plupart, dans la plupart des cas, pour les autres livres, mon intuition de départ, c'était souvent un lieu qui m'a inspiré.
C'était le cas pour le village de Grillon, c'était le cas pour le troisième livre qui se passe en Suède, où c'est une île que je connais bien qui m'a inspiré, ou le quatrième, c'est les mines de sel de B. Là, au fait, au départ, je me dis, tiens, j'ai envie de m'intéresser à la criminalité organisée. Et on sait qu'il y a la présence assez forte de la mafia italienne, même si ce n'est pas sur l'aspect de la violence, comme on peut l'avoir en Italie, mais plus sur des aspects financiers de nouveau, mais une présence assez forte. Tout comme on parle beaucoup de trafic de drogue en provenance des Balkans. Et je me dis, tiens, j'ai envie de m'intéresser à ces aspects-là. Et assez rapidement, l'Albanie, j'avais envie de creuser et de comprendre. Parce que justement, en Suisse, on a une immigration albanaise très forte depuis une trentaine d'années. 30 ans, ça correspond à la fin de la dictature, une dictature très sévère en Albanie. Et ça correspond aussi au début de la guerre de Yougoslavie, un peu quelques années après, où il y a eu une forte immigration et une importante immigration en Suisse. Et justement, les Albanais en Suisse ont connu, et encore, même si ça s'améliore, se retrouvent en tant de situation aujourd'hui, où il y a beaucoup de préjugés, où il y a certaines images négatives qui sont véhiculées à leur sujet, notamment en lien avec la criminalité, la violence, etc. Et moi, dès que il y a des préjugés, des méconnaissances qui sont là, moi j'ai envie de creuser justement, de comprendre. Et c'est ce que j'ai tenté de faire en rencontrant d'abord des personnes d'origine albanaise en Suisse, puis ensuite de voyager sur place et là-bas surtout énormément de rencontres qui m'ont donné une image très différente de ce pays que je connaissais trop peu en fait. Comment votre façon de réfléchir, de penser sur ce sujet-là a évolué justement pendant votre voyage? Est-ce que c'est véritablement les témoignages des Albanais qui ont changé le cours du récit aussi? Est-ce qu'il y a eu des changements vis-à-vis de leur discours ou de leur façon de voir les choses, de voir leur pays et leur lien avec la Suisse? Je dirais, bien sûr, il y a les rencontres et les discours. Surtout, en fait, j'ai énormément étudié et lu avant d'y aller sur l'histoire du pays, sur les valeurs, sur la culture, sur notamment le Qanun, dont on parle beaucoup et qui est ce code de loi très ancien. Donc tout ça, j'avais beaucoup étudié à l'avance, mais finalement, sur place, de vivre les choses et de se rendre compte, par exemple, de l'importance des valeurs, la valeur d'une promesse, la valeur de la parole, le sentiment euh, à quel point on peut être accueilli chez les gens sur place, ça va plus loin que ça. En Albanie, non seulement il y a une forte valeur d'accueil, mais en fait, quand on rentre chez quelqu'un, ils sont responsables de notre vie jusqu'à ce qu'on parte de chez eux. Et ça, on le sent très fortement. On peut le lire, parce que justement, ça fait partie du Qanun. On peut imaginer éventuellement ce que ça peut vouloir dire théoriquement, mais quand on le vit réellement sur place, c'est clair que ça prend tout de suite une autre dimension. Donc forcément, oui, le témoignage des gens sur place a beaucoup apporté. C'est peut-être lui le personnage principal du livre, parce qu'au final, tous les chapitres déjà commencent par une citation de cet ouvrage. Le Qanun, c'est une sorte de code médiéval qui est donc bien ancré dans les mœurs des Albanais. Ça fait penser évidemment à la loi du talion. Par rapport à ce code-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et justement, quel est votre sentiment par rapport à ce code-là quand vous l'avez découvert? Est-ce que vous avez été charmé par ce code-là? Parce qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Tout n'est pas à jeter dans ce code-là. En tout cas, évidemment, il s'adapte beaucoup moins à notre monde moderne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bien sûr. il est parfois adapté peut-être à certaines situations, dans l'esprit, dans l'état d'esprit, pas forcément dans les conséquences, mais peut-être dans l'état d'esprit. Est-ce que vous avez, quel est votre sentiment par rapport à ce code-là avec votre regard d'écrivain contemporain? Alors déjà, ce code, donc effectivement, il existe, il est très vieux, hein, il a été mis par écrit il y a peut-être 200 ans, mais auparavant, c'était un code oral qui finalement régissait les relations entre les clans, les tribus, les familles albanaises, je dirais à l'époque
d'une structure féodale du pays. Et puis, forcément, comme d'autres lois de ce type, elles sont adaptées à une situation et à un moment donné. Moi, j'ai assez vite fait le parallèle, par exemple, avec la Bible et l'Ancien Testament, qui est surtout l'Ancien Testament, qui est aussi un livre de loi et finalement qui est orienté sur des questions sociales, sanitaires, relationnelles, communautaires. Et finalement, ce livre, l'Ancien Testament, il était adapté à une société qui était celle d'il y a 2500 ans en arrière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on le prend à la lettre, il est plus adapté. Et c'est en fait la même chose avec le Canon, sauf que le Canon n'est pas un livre religieux, hein, c'est vraiment un livre, je dirais, social quelque part. L'Église, on en parle, mais elle est en dehors, elle est à part, elle n'est pas, c'est pas un livre religieux en tant que tel. Mais par contre, toutes ces lois, elles régissent vraiment la vie entre les gens. Et là ce qui m'intéressait au départ, c'est que finalement, souvent, ce qu'on ressortait de ce Canon, c'était le droit à la vengeance. Et ce que j'avais lu dans pas mal d'articles, ce que j'avais lu aussi sur certains abus d'usage de cette loi, finalement, on le résume en disant si quelqu'un dans ta famille est tué, tu as le droit de tuer quelqu'un de l'autre famille. Mais en fait, c'est de loin pas aussi simple que ça. Et en fait, ce code de loi, il est beaucoup plus complexe. Il y a pas mal d'autres éléments. Et puis surtout, en fait, son objectif de base, c'est pas la vengeance ou la vendetta, mais c'est de trouver une solution à l'amiable pour régler un problème de relation entre deux clans. Ce problème, il peut être lié à un vol, il peut être lié à un crime, il peut être lié à différentes choses. Mais d'abord, on veut chercher la réconciliation. D'abord, on veut chercher le pardon. Et souvent, ça, on a tendance à l'oublier, à l'écarter en se disant oui, j'ai mon droit de vengeance, donc je vais me venger. Mais en fait, le Canon va beaucoup plus loin que ça, et surtout, il est empreint de beaucoup de valeurs qui sont très, très ancrées encore aujourd'hui dans la société albanaise. Donc, même si on l'utilise plus en tant que tel, je parlais de la valeur de l'accueil tout à l'heure, où l'invité est considéré dans la maison au niveau de l'importance juste après Dieu, et puis on est responsable de sa vie. Ça, c'est un élément qui est très fort. Et puis notamment, juste un exemple, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Albanie est le seul pays qui, à la fin de la guerre, avait plus de Juifs qu'avant. Tout simplement parce que les Albanais ont protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils se sont sentis le devoir de le faire en regard de cette valeur d'accueil et qui fait partie de leur culture. Donc, pour eux, ils n'avaient pas le choix. C'est que ils devaient sauver la vie des Juifs, donc ils les ont cachés, ils les ont protégés, et surtout, ils les ont jamais dénoncés aux Allemands. Et ça, je trouve, ça démontre quelque chose d'assez fort. Donc, il y a plein de ces valeurs qui sont incluses dans les lois du Canon, qui finalement sont inhérentes à la culture albanaise aujourd'hui. Ça n'existait plus en Albanie. Ça existe encore dans certains autres pays, comme en Iran notamment, où il y a ce type de loi-là qui existe encore. En Albanie, c'est terminé. Non, alors c'est toujours, notamment dans certaines régions reculées, c'est encore utilisé, surtout par les personnes plus âgées. Je dirais maintenant dans une capitale comme Tirana qui a beaucoup évolué, qui a tendance à s'occidentaliser, là il reste les valeurs, mais plus la pratique du Canon en tant que telle. Ça, elle est en train de disparaître. Par contre, comme dans d'autres cas aussi, il y a des gens qui vont s'appuyer sur le Canon aujourd'hui pour dire finalement j'ai le droit de me venger parce que le Canon le dit. Donc en fait il y a une sorte d'abus où on l'utilise à sa propre sauce. Ça arrive aussi, je pense. Mais par contre, des histoires de vendetta, il y en a toujours. Hein. Ça c'est pas terminé en Albanie. Que vous écrivez aussi dans le roman, où vous dites tout simplement que certains personnages, certains protagonistes ne prennent la partie du texte uniquement celle qui va dans leur sens. Et ça m'a fait penser aussi notamment au texte sacré, au texte religieux que certains utilisent justement uniquement en coupant des phrases, ou en tout cas en essayant de trouver l'argument qui permet d'aller dans leur sens. C'était intéressant.
Exactement, et c'est exactement ce qui se passe, c'est que en fait, quand on sort, par exemple, un verset biblique de son contexte, finalement, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et ça, c'est toujours le danger de tous ces textes religieux ou comme le Canon, par exemple, c'est que si on ne tient pas compte du contexte, finalement, on peut soi-même trouver faire dire au texte ce qu'on veut, en fait. Ça. Par rapport au fait que je disais tout à l'heure que tous les chapitres commençaient par une citation de l'ouvrage, Mhm. comme si c'était aussi une sorte de psaume, en réalité, que vous mettiez en avant. Là, j'y ai vu un Mhm. petit peu votre côté théologie, clairement. Pourquoi ce choix-là, justement, d'avoir mis en avant autant ce texte, ces extraits de texte? Alors moi, j'ai adoré ça, c'est évident, Mhm. mais c'est un choix quand même plutôt fort de le mettre autant en avant sur un début de Mhm. chapitre pour, entre guillemets, donner ce qui va se passer dans la suite, Mhm. en tout cas dans l'état d'esprit. Mhm. Je trouvais que c'était aussi une manière de mettre en lumière ce texte qui reste très important dans la vie culturelle albanaise, notamment au niveau de ses valeurs d'accueil, ses valeurs de parole donnée, sur la question de l'honneur, il y a plein de thèmes qui sont très très importants dans ce livre, qui constituent un peu l'identité albanaise. Euh, et c'est finalement au fur et à mesure des discussions, des rencontres, des lectures que je me suis rendu compte de l'importance de ce Kanoun. Et pour moi, c'était une manière justement de le mettre en relief et puis de le mettre en lumière pour qu'on puisse avoir un aperçu en fait de ce qu'est le Kanoun. Parce que justement, j'avais pas envie tout d'un coup que à nouveau on réduise le Kanoun juste à cette histoire de vengeance qu'on retrouve un peu partout, mais de montrer qu'il y a aussi pas mal d'autres dimensions qui sont liées à tout ça. Et en plus, effectivement, ça illustrait un peu l'histoire quand même, effectivement. Difficile de pitcher un roman parce qu'on ne sait pas où on s'arrête. Alors j'aimerais que vous nous le pitchiez parce que vous savez sûrement où s'arrêter et à quel moment on peut s'arrêter. Même Louis peut aussi faire le pitch. Il est aussi doué pour les pitchs, Louis. Alors, je dirais, l'histoire commence vraiment avec cette famille albanaise qui est immigrée en Suisse, dont c'est les grands-parents qui sont arrivés avec leurs enfants il y a une trentaine d'années. Les petits-enfants sont nés en Suisse. Et du coup, là, dans cette famille, on voit déjà qu'il y a ceux qui sont très bien intégrés dans la vie sociale suisse et puis d'autres qui le sont moins. Et soudain, il y a un des membres de la famille qui retourne au Monténégro, au sud du Monténégro, là où il a habité. Et puis ça, je dévoile pas grand-chose parce que ça se passe assez rapidement hein, dans le chapitre 5. Ce personnage est tué. Et finalement, cet assassinat est en lien avec une vendetta vieille de plus de 40 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a réellement eu hein, en Albanie. Des fois, les vendettas elles restent, je dirais, présentes et actives pendant des dizaines d'années. Et puis tout d'un coup, il y a une occasion qui se présente et puis la vengeance est faite. Et là, c'est ce qui se passe. Et tout d'un coup, cette vengeance va déstabiliser toute la situation de cette famille en Suisse. Va arriver un personnage, Sokol, qui va un peu qui va jouer en fait le rôle de chef de famille en Suisse et va essayer de reprendre en main tout ce clan. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Hubert, qui est un destinateur de presse sourd. C'est quelqu'un qui rencontre au café où ils se retrouvent assez régulièrement ensemble. Et finalement aussi une sœur catholique, sœur Laura, et ils vont former une sorte de trio. Surtout que après leur ami Sokol, il va disparaître. Et c'est là où l'intrigue démarre, où notamment l'inspecteur va être mis à contribution pour enquêter. Mais c'est surtout en fait Hubert et puis Sœur Laura qui vont essayer de retrouver leur ami Sokol au milieu de cette histoire de vengeance albanaise. C'est qu'une nageuse découvre un sac en plastique et un morceau de corps en décomposition à l'intérieur.
tout démarre un petit peu comme un conte de fées, hein. Les premières lignes démarrent un peu comme un conte de fées. Et on switch très vite ensuite sur de l'horreur. Mais voilà, il va y avoir plusieurs enquêteurs aussi, amateurs ou professionnels. Et ça aussi, c'était intéressant d'avoir cette mixité de personnes qui vont enquêter concrètement. Cette volonté-là aussi d'intégrer. En réalité, il n'y a pas de personnage principal dans votre livre. On a l'impression qu'ils sont tous principaux. Et ça, c'est plutôt rare. On parle souvent de personnages secondaires à tort, parce qu'ils ont tous leur importance. Là, pour le coup, chacun a son rôle, chacun a son importance, et notamment sur les caractéristiques qu'ils ont. Vous avez une appétence particulière pour les décrire physiquement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi en avant sur la caractérisation de chaque personnage. On se sent assez proche d'eux, parce qu'aussi, vous nous en faites une description cinématographique. Alors peut-être, je pense qu'il y a certainement plusieurs aspects. Et ça, je vois que avec le temps, je passe de plus en plus de temps à créer les personnages. Mais à mon avis, c'est qu'il y a un élément qui est central, plus que peut-être l'aspect physique, c'est finalement la profondeur du personnage. Et typiquement, pour certains de ces personnages, j'ai été creusé dans leur vie, mais jusque dans les générations précédentes. Donc le fameux Sokol qui arrive en Suisse à l'âge de 70 ans, finalement, dans son CV que je lui ai fait, je parle de sa vie, de ce qu'il a vécu, de ses souffrances, de ses moments heureux, de ses questionnements, des moments difficiles qu'il a vécu, de ses parents, de ses grands-parents, de l'histoire de l'Albanie, quel impact ça a eu sur sa famille, sur lui, etc. Et puis plus j'avance dans la réflexion sur ces personnages, plus pour moi ils commencent à devenir vivants et à exister. Donc c'est pas seulement l'aspect physique, c'est aussi tout ce qui va avec ce personnage. Et à un moment donné, pour moi, quand le personnage il devient vivant, comme s'il existait, c'est là que je peux commencer à le mettre en scène dans l'histoire, finalement. Alors peut-être que c'est ça que vous ressentez aussi. Justement, ce physique-là, c'est rare en fait dans des romans policiers ou thrillers. En principe, on se cantonne uniquement à la profondeur des personnages, ou en tout cas à leur état d'esprit. Là, pour le coup, vous arrivez aussi à les mettre de chair et d'os, et c'est loin d'être évident partout, donc c'est notable. On va parler peut-être de la narration qui est double. Au début, qui commence à 6 mois d'intervalle, entre Albanie et Suisse. Comment vous avez construit justement cette dualité-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnages, et vous ajoutez à la fin un arbre généalogique qui sert bien. Il faut avoir une certaine rigueur quasi militaire, j'imagine, pour ne pas se perdre. Comment vous travaillez cette dualité et en même temps la multiplicité des personnages? Alors c'est vrai qu'au niveau de la construction, il faut effectivement pas se perdre. Et puis même encore d'ailleurs dans les dernières corrections, justement on s'est rendu compte qu'il y avait encore une ou deux petites erreurs entre le texte et puis l'arbre généalogique. Donc même jusqu'à la fin, heureusement qu'il y a des correcteurs qui sont très attentifs. Mais ça demande une certaine rigueur dans la construction du livre. Ça c'est sûr. Des fois j'utilise des tableaux Excel, hein, c'est pas plus bête que ça. Que ce soit dans la construction, je dirais des séquences ou des chapitres, mais aussi sur les informations. Et effectivement, l'arbre généalogique, finalement, je l'avais fait pour moi dès le départ. Je l'avais avant de commencer à écrire le livre, où finalement je l'ai peaufiné, parce que j'en avais besoin pour pouvoir imaginer qui est cette famille. Et c'est vrai que je pouvais pas vraiment faire l'économie de personnages. Parce que justement dans cette famille, il y a différentes générations, et puis du coup il y a aussi différents personnages qui représentent différents aspects de cette culture, de cette réalité albanaise. Donc ça donnait déjà pas mal de personnages rien que la famille en fait, effectivement. Dictature d'Enver Hoxha, pas sûr de bien le prononcer, mais cette dictature-là, elle est marquante. Je la connaissais très peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce système-là qui, au final, comme toutes les dictatures, ont parfois, il me semble, hein, je crois, corrigez-moi, mais il me semble qu'elles
a mis les femmes un petit peu plus en avant qu'avant, ce qui est plutôt surprenant dans une dictature. Mais en même temps, souvent, les dictatures ont fait des choses qui sont pour le moins surprenantes. Et je pense notamment au gouvernement de Vichy, qui a fait des choses dont on est encore héritier parfois aujourd'hui. C'est la dictature albanaise, on la connaît très peu effectivement, mais c'était vraiment une des dictatures les plus hermétiques au monde. En 1948, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement de révolution. Et puis, du coup, il y a eu une armée révolutionnaire qui a été mise en place. Et puis, finalement, plutôt que de donner le pouvoir au peuple, celui qui a été le dirigeant de cette armée révolutionnaire a pris le pouvoir dans le pays et il l'a verrouillé et cadenassé pendant près de 50 ans. Sur le modèle d'abord de la Russie, puis de la Chine communiste, mais il a été très loin. C'était un paranoïaque qui a construit plus de 170 bunkers en Albanie. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillaient pour la police secrète et les moyens mis en avant, finalement, les gens avaient peur de la délation parce qu'on ne savait pas qui pouvait nous trahir. Et il suffisait finalement de dire quelque chose contre la dictature pour atterrir en camp de travail et en prison. Et il y en a certains qui ont passé 40 ans derrière les barreaux, sans aucune preuve, bien entendu, juste sur dénonciation. Donc, en fait, il a mis en place un système où tout le monde surveillait tout le monde et puis personne n'était à l'abri d'être dénoncé. Donc, c'était assez terrible. En même temps, le dictateur, personnage assez fascinant aussi, qui a étudié en France. Donc, il y a eu pas mal l'Albanie est devenue assez francophile pendant la dictature. Et puis, effectivement, assez bizarrement, alors que les femmes devaient rester à la maison, avaient une place, je dirais, dans le foyer, etc. Tout d'un coup, dans le cadre de la dictature, il a amené la culture, il a amené des bibliothèques dans les villages, de l'enseignement dans les montagnes, là où il n'y en avait pas. Alors, la façon, c'est que c'était pas n'importe quel livre, et puis c'était pas n'importe quel enseignement, parce que c'est aussi une question de propagande. Et puis ensuite, il a donné la possibilité aux femmes de se former, de faire l'armée, de prendre des postes à responsabilité dans l'armée, mais aussi dans des entreprises. Et ça, c'est un côté assez fascinant. Donc moi, j'ai eu parlé avec quelqu'un qui a vécu ça, et puis qui disait, mais bien sûr qu'il y avait plein de choses extrêmement terribles, mais en même temps, je peux pas empêcher d'être un peu nostalgique aussi parce que ce régime m'a donné l'opportunité aussi de m'épanouir et de réaliser quelque chose. De mémoire que on pouvait en effet penser par soi-même, mais uniquement chez soi, sur des toilettes. Voilà, c'est ça. En silence en plus. Voilà, c'est ça. Par rapport à tout cela, vous écrivez aussi que l'Albanie n'a pas eu sa commission vérité et réconciliation comme l'Afrique du Sud, comme le Pérou, et même le Québec également. C'est intéressant de voir que ça a été, je ne sais pas si ça a été un des seuls, mais en tout cas un peuple qui ne l'a pas eu. Alors, peut-être qu'il y a d'autres cas, mais en tout cas, c'est vrai que là, il n'y a pas. Et alors, de nouveau, je pense que ça manque à certains et peut-être pas à d'autres. Mais c'est un tout petit pays où finalement, il y a dans la transition qui s'est faite entre la dictature et puis finalement d'abord une sorte d'économie sauvage avant de devenir une tentative de démocratie. Finalement, c'est les mêmes personnes qui étaient au pouvoir avant qui le sont restées après. Et puis d'ailleurs, l'ouverture, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, je crois, de toutes les archives de la police secrète. Ça aussi, c'était très, très compliqué à obtenir. Et puis finalement, de manière assez étonnante, il n'y a pas eu les gens se sont pas rués dessus. Il y a des gens qui voulaient savoir, qui avaient besoin de savoir, qui avaient ce sentiment
besoin je dirais, de se réconcilier avec le passé pour continuer à aller de l'avant, mais pas tout le monde. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de rouvrir les plaies du passé. Mais effectivement, je pense il manque par rapport à d'autres pays ce moment où on reconnaît qu'il y a eu des victimes, puis on reconnaît qu'il y a aussi eu des bourreaux, etc. Comme ça a été fait aussi en Allemagne avec le procès de Nuremberg ou dans d'autres pays. Et ça, je l'ai entendu de la part de certaines personnes qui disaient, bah, c'est quand même quelque chose qui manque parce que finalement, on s'est encore pas réconcilié avec tout ce que notre peuple a vécu. Et ils commencent maintenant à faire des lieux de mémoire, à ouvrir des musées, de la police secrète, etc. Donc il y a un début où on veut, je dirais, reconnaître ce qui s'est passé en faisant des lieux de mémoire, notamment un camp de travail qui est en projet de transformation de musées et de lieux de mémoire. Et ça montre qu'il y a quand même ce besoin d'aller dans cette direction-là à un moment donné. Alors, volontiers. Alors, je vais juste retrouver. Voilà, je l'ai à l'écran. Tac. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est bon. Le sang ne reste jamais impuni. Canon de Léké Ducagénie, livre 10, chapitre 22, paragraphe 917. 6 mois plus tôt, Myriam n'avait pas le cœur à profiter du copieux petit déjeuner servi à l'hôtel Emera de Podgorica et chipotait un croissant en feuilletant le quotidien local. Il éprouvait des sentiments ambivalents, l'impression d'être rentré chez lui et celle d'être un étranger. Tellement de choses avaient changé en presque 30 ans. Revenir ici le confrontait de plein fouet à son passé, un passé douloureux qu'il aurait aimé oublier. Il s'était aussi, malgré les aléas de son existence, enrichi de souvenirs heureux. Sa rencontre avec Janina en faisait partie. De toute manière, il ne pouvait rien effacer de sa mémoire. Il devait vivre avec ce passé. Et le futur? Il ne pouvait pas encore imaginer sa vie sans sa femme. Admettre que son absence était définitive était au-dessus de ses forces. Après avoir fait sa valise et payé la chambre, il récupéra la voiture et prit la direction de Touzy, empruntant une longue route rectiligne venant de terminer. Il entra dans le village 20 minutes plus tard et se gara aux abords de la place centrale. Il était en avance pour son rendez-vous et décida de se mêler aux locaux pour humer l'atmosphère. Au milieu du square, il y avait un sébile, une fontaine publique en forme de kiosque de style ottoman. Peu de choses avaient changé depuis l'époque où il vivait dans la région. Il fut cependant frappé par les publicités pour des sites de paris en ligne où chaque troquet arborait fièrement Admiral Bet, Lobet ou encore Max Beck. Myriam s'assit à la terrasse d'un des bistrots, la devanture affichée en grand Cladionica, bookmaker. Il commanda un café et un verre d'eau au serveur, puis alluma une cigarette. Il avait l'habitude de venir dans ce bar lorsqu'il emmenait 2 fois par semaine Artan, son fils, à ses entraînements de football. Artan jouait au F4 des Touzy, qu'on appelait aussi couramment les Bleus. Le foot était sa passion. Arrivé en Suisse, Artan deviendrait président du FCB, un modèle d'intégration. Comme ses parents. Ce n'était pas le cas de Dafina, la sœur de Myriam, ni du fils de celle-ci, Skender, qui limitait leur cercle social à la communauté albanaise. Ils étaient de la même famille et pourtant si différents. Autant Myriam était fière de ses racines albanaises, autant il était heureux d'être naturalisé suisse. Le défi pour lui et son fils avait été de s'adapter sans pour autant. Alors que Dafina prônait le repli sur la famille et la communauté albanaise, ils avaient choisi de s'intégrer en participant activement à la vie sociale et culturelle de leur pays d'accueil. Cette vision diamétralement opposée générait entre eux des tensions. Myriam paya son café et reprit la route. À la sortie du village, en voyant le panneau du centre funéraire Malaysia, il fut ramené à la brutale réalité de sa présence au Monténégro. Janina était morte. Après toutes ces années de bonheur partagé, il devait lui dire adieu. Il était maintenant face à un néant insondable. Il se gara et entra dans le bâtiment le temps de remplir les formalités administratives de l'enterrement de sa femme, prévu le jour suivant. Il avait choisi de venir seul au Monténégro pour l'inhumation. Une cérémonie avait déjà été célébrée en Suisse avec la famille.
Avant de rejoindre le village de Skorach sur les hauteurs et de retrouver son cousin Adnan, Myriam décida de faire une halte au cimetière de Vuxan-Lekai, où Yanina allait demeurer pour l'éternité, à côté de la tombe de l'oncle Ilir. Il bifurqua sur une étroite route asphaltée, gara sa voiture derrière la chapelle. Refermant sa portière avec douceur, il pénétra dans l'enceinte du cimetière qui abritait d'énormes caveaux familiaux de marbre noir, décorés de chapelets, d'anges et de statues religieuses. Au centre s'élevaient d'étranges pierres tumulaires très anciennes, dont l'origine restait énigmatique. Une trentaine de stèles sculptées, hautes d'un bon mètre et toutes orientées vers l'ouest. Les sculptures étaient réalisées des deux côtés des pierres tombales. Sur l'avant figuraient d'étonnantes figures humaines. Un homme moustachu en tenue traditionnelle avec un chapeau de feutre, le kéléché, une femme parée d'une armure, une autre avec son enfant. À l'arrière, des symboles mystérieux, des croix, des lunes, des soleils et des étoiles, des fusils, des épées, des serpents. Aucun nom, aucune autre inscription sur les stèles. Ces motifs d'art populaire de style païen trouvaient peut-être leur origine dans les tribus gays albanaises qui auraient perpétué la pratique de rites anciens malgré l'arrivée des religions catholiques et musulmanes. Myriam entendit soudain le portail grincer. Il se retourna et vit de loin un homme, une pelle sur l'épaule, entrer dans l'enceinte. Myriam continua jusqu'à la dernière concession où Janina serait enterrée le lendemain. Le caveau familial de marbre noir était une sorte d'enfeu composé de plusieurs alcôves superposées où l'on déposait les cercueils. Celui de Janina rejoindrait ceux de son oncle Ilir et de sa femme Maria. Le portrait de son épouse ainsi que son prénom, son nom, l'année de sa naissance et de sa mort étaient gravés sur une plaque au-dessus de la cavité. À côté, il y avait son portrait à lui, son prénom, son nom et sa date de naissance. Il ne manquait que l'année de sa mort. L'idée de se tenir devant sa propre future tombe lui fit froid dans le dos. Faire figurer d'emblée sur la stèle le nom du conjoint de la personne décédée était une coutume singulière pour rappeler aux survivants du couple qu'un jour il rejoindrait son âme sœur. Bien sûr, il savait qu'il mourrait. C'était une évidence. Il n'était néanmoins pas pressé de la retrouver, quand bien même il était fermement convaincu qu'il existait un après où il la reverrait, un après où chacun recouvrerait la paix de son âme. Perdu dans ses pensées existentielles, Myriam sentit une présence derrière lui et se retourna comme au ralenti. Un homme qu'il reconnut immédiatement pointait une arme sur lui, un fusil de chasse. Myriam écarquilla les yeux, resta figée, la bouche grande ouverte, puis bredouilla d'une voix étranglée. « Halim, salut mon frère de ma part. » Si, Marc. C'est vrai que c'est un passage marquant pour tous ceux qui l'ont lu, notamment sur cette coutume très particulière d'afficher le nom du concubin qui n'est pas décédé, mais qui va potentiellement décéder. On ne sait pas quand, mais en tout cas, c'est vrai que ça doit faire froid dans le dos aussi de voir son nom sur une tombe avant de mourir. Donc c'est une véritable coutume, celle-là. En tout cas, dans le sud du Monténégro, il y a certains cimetières où on a fait cette constatation. Et puis, il y a même la photo, en fait, sur la tombe. C'est assez marrant, enfin, c'est assez étonnant, je pense, de voir ça. Ouais, marrant. En parlant de cet assassinat de Myriam, c'est aussi une question de conflit générationnel, aussi une notion d'identité, d'appartenance clanique. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en évidence par rapport à ce conflit entre générations qui est prégnant aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des gros écarts secrets dans une génération. Est-ce que c'est quelque chose qui a un ancrage chez vous également? Alors, je pense que ce qui est effectivement intéressant de constater, et ça, je pense de manière générale, quand on immigre dans un pays, finalement, on va chercher à garder vivant ses racines et du coup aussi les valeurs peut-être liées à ses origines, son pays, sa langue, etc. Donc, c'est pas pour rien que quand les immigrés vont se regrouper entre eux, on crée une communauté, il y a peut-être des d'ailleurs, finalement même que ce soit, c'est pas forcément une question d'émigration ou d'immigration, mais même rien que le fait que dans tous les pays du monde, il y ait des alliances françaises, par exemple, ben, c'est aussi parce qu'on veut, même ailleurs, offrir des cours de langue, avoir un lien avec la culture du pays d'origine. Donc ça, c'est un effet assez général.
Maintenant, ce qui m'a frappé justement dans les discussions avec l'Albanie, c'est que ceux qui ont quitté le pays il y a 30 ans sont restés avec quelque part les valeurs qui étaient les leurs, des valeurs très fortes, assez pacifistes, euh, euh, et qui ont peu évolué. Et les gens sont restés avec ces valeurs-là. Ensuite, ils ont des enfants et des petits-enfants qui naissent, par exemple, en Suisse. Ben, eux, ils se sont déjà plus détachés de ces valeurs-là. Et en plus, ce qui s'est passé en même temps, c'est que dans le pays lui-même, le pays a évolué. Et ces gens-là ne se sont pas rendus compte non plus forcément que leur pays évoluait. Donc là, il y a des dissensions, pas des dissensions, mais il y a des différents niveaux d'évolution par rapport à ces valeurs qui vont s'opérer et où il va y avoir des décalages entre les gens qui ont émigré, ceux qui finalement sont restés au pays et puis qui ont évolué, les jeunes qui n'ont pas connu la dictature et qui grandissent maintenant en Albanie. Ils ont des valeurs peut-être beaucoup plus ouvertes que certaines personnes qui ont émigré 30 ans auparavant et qui ont quitté le pays. D'ailleurs, il n'y a pas le mot roman. Il me semble pas dans le livre. Donc c'est peut-être pour ça que vous l'avez aussi précisé, excepté le contexte historique. Mais tout le reste est totalement fictif. Il faut aussi, voilà, il faut aussi. Absolument. Toute l'histoire est fictive, les personnages sont fictifs. Après, c'est clair qu'il y a pas mal de choses qui sont inspirées de faits réels, de faits historiques, de personnages historiques que dont j'ai pu lire des choses, où il y a souvent des détails qui vont inspirer et qui m'ont aidé à créer ces personnages fictifs, bien sûr. Par rapport à cela, par rapport à l'Albanie, j'ai vu qu'apparemment il serait traduit en Albanie et qu'il serait diffusé en Albanie. Donc là, ça va être intéressant de voir en effet le ressenti des lecteurs albanais. Est-ce que vous êtes curieux, confiant, inquiet? un peu de tout ça. C'est vrai que quand le livre est sorti, alors, forcément, il y a toujours un mélange entre de réjouissance et d'inquiétude. Comment est-ce que le lecteur va finalement recevoir ce livre? Là, en plus, il y avait ce côté albanais qui aurait pu être un peu casse-gueule, parce que finalement, rien que le fait qu'il y ait l'aigle albanais sur la couverture, j'ai déjà vu le nombre de personnes qui se sont intéressés au livre, qui se sont connectés sur les comptes Facebook et autres. Même là, en dédicace, dernièrement, j'étais à la foire de Bruxelles il y a quelques jours. J'ai pas mal d'Albanais qui sont venus vers moi. Ah, ça parle de quoi ton livre, etc. Parce qu'ils ont reconnu l'aigle albanais. Et moi, je suis pas albanais. Donc quelque part, c'est mon regard sur leur culture et sur leur pays. Et forcément, j'étais intéressé de savoir comment est-ce que eux vont percevoir ce livre. J'avais eu quelques retours, bien sûr, dans mes lecteurs, soit des Albanais qui vivent en Suisse, des Albanais en Albanie, donc j'ai déjà quelques retours. Mais c'est jamais pareil quand le livre finalement est dans le grand public. Et notamment, je peux vous donner un exemple, c'est l'ambassadeur albanais qui est en Suisse, qui l'a lu. Et là, j'étais très impatient de savoir comment il allait réagir, parce qu'en plus de ça, il était, avant d'être ambassadeur, il était ministre dans le gouvernement actuel. Et puis, il a participé, il a accepté de venir à une soirée qu'on organisait pour la sortie du livre. Et en résumé, il me disait que il a été épaté par la retranscription de la culture et de la société albanaise dans le livre. Donc, il a trouvé très fort comment j'ai réussi à capter finalement ce qu'est l'Albanie ou une partie de ce qu'est l'Albanie. Et ensuite, pour la partie plus actuelle, il m'a dit pour le reste que j'avais été assez réaliste et que j'avais assez bien dépeint la situation politico-économique du pays. Sous-entendu aussi tout ce qui touchait à la criminalité organisée par ailleurs. Parce que j'ai vu que vous aviez été aussi l'objet d'un roman, mais qui a tué Mark Woltenhauer? Là, je pense que vous êtes le seul écrivain qui a bénéficié de ce traitement de faveur. Racontez-nous cette histoire parce que ça me paraît si surprenant. Alors, est-ce que c'est un ouvrage comique? Est-ce que c'est un ouvrage... Quel est cet ouvrage en fait? Parce je suis assez curieux de savoir de quoi il s'agit. Alors c'est un peu un pastiche de roman policier qui se passe à un festival littéraire suisse. Pardon.
qui est assez connu, qui s'appelle le livre sur les quais à Morges, donc au bord du lac Léman, qui est d'ailleurs un salon très très sympa que je conseille volontiers. Et celui qui a écrit le livre, Xavier Michel, est en fait plutôt chanteur. Et il chante dans un groupe qui est assez connu, qui s'appelle Aliose. Et je crois que il y a 3-4 ans, il était là pour dédicacer un livre de poésie, parce qu'il était plutôt écrivain de chansons et de poésie. Et il y a un matin, visiblement, je suis arrivé un peu en retard, et puis il y avait déjà une longue file qui m'attendait, soi-disant. Et puis, un de ses collègues à côté, il a dit, ah bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que Marc n'est pas là? Puis il y en a un qui dit, non, peut-être qu'il est mort. Et en fait, il a gardé ça en tête, et puis ça, il a mûri, et puis finalement, il a imaginé une histoire qui commence en fait par la découverte de mon corps dans le lac Léman, le deuxième jour du livre sur les quais, et puis tout d'un coup, il y a un inspecteur qui est appelé et qui va mener l'enquête et s'entretenir avec pas mal de suspects, dont Amélie Nothomb, pour ne la citer qu'elle, ou Nicolas Feu, collègue auteur de polar, etc. Donc c'est assez marrant. Puis j'étais honoré qu'il m'ait choisi moi comme victime, forcément. Ouais. C'est bon en plus. C'est le début Oui, de oui. l'histoire. On est véritablement dans les mêmes. dans les Oui, mêmes- effectivement. J'avais pas fait le parallèle, mais vous avez raison, effectivement. Le genre du thriller, c'est souvent très technique. Et là, en effet, il est technique parfois. Vous mettez même Mhm, des plans, mhm, notamment par rapport au cours d'eau, ça aussi. Ceux qui aiment le côté scientifique, criminologie, vont être servis, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a mhm, beaucoup de détails, c'est extrêmement fouillé, notamment sur le métier de médecin légiste. Comment mhm, vous avez remercié en fin d'ouvrage toutes les personnes qui vous ont aidé, et c'est assez mhm. faramineux. On n'imagine pas le travail que ça vous a demandé, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en reteniez au final d'eux. Est-ce que vous faisiez une sorte de tamis avec le nombre d'informations qu'on vous donnait, vous ne reteniez uniquement ce qui se rapportait à votre intrigue et vous éliminiez tout le reste? Alors, c'est clair que dans les discussions que j'ai avec notamment les médecins légistes, des fois, la discussion va au-delà des détails dont j'ai besoin pour tel ou tel livre. Mais finalement, dans ces discussions, ça alimente, un, ma compréhension du domaine, et puis deux, des fois, je garde des idées pour des prochains livres. Donc, c'est très nourrissant tout ça. Là, dernièrement, j'ai été voir un responsable en toxicologie. On a passé en revue toutes les substances qu'on peut utiliser pour éliminer quelqu'un en passant inaperçu. C'était fascinant. Alors forcément, je ne vais pas utiliser tout ça dans un livre, mais pour moi, il y a un vrai travail journalistique, un intérêt personnel aussi de creuser et de comprendre, de faire en sorte que les histoires que j'écris soient non seulement crédibles, mais aussi réalistes. Et c'est pour ça que je vais assez loin finalement dans les discussions avec. Et puis je leur soumets les cas. L'histoire du corps dans le lac, je l'ai soumis à la brigade du lac, au plongeur. Je l'ai soumis au chef de la brigade canine qui avait un chien justement pour détecter les cadavres. J'en ai parlé avec la médecin légiste, j'en ai parlé avec un spécialiste des courants lacus pour imaginer comment est-ce qu'un corps pourrait émerger par rapport à la température, la pression de l'eau, les courants, etc. Enfin, j'étais assez loin. Et puis, en fait, je leur soumets le cas, et puis c'est comme une sorte d'étude de cas, finalement, où chacun m'apporte son éclairage sur comment, théoriquement, ils imaginent la situation. On va faire une petite photo de groupe. Voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à le mettre en avant. Pendant que ça s'anime au McDonald's. Là, vous entendez? Oui. Ouais, parce que en fait, je me suis mis dans le coin enfant qui avait l'air qui était le plus calme avant. C'est bon pour la photo. Voilà. Et merci. Alors, j'aimerais que vous nous parliez également de la religion, parce que
la religion est extrêmement présente. Elle est présente dans le roman. Alors évidemment, j'imagine que ça a trait avec votre formation aussi. J'aimerais que vous nous parliez aussi du fait que sous Hoxha, les religions avaient été interdites et leurs représentants persécutés dans les années 60-70. Je trouvais ça intéressant de voir que la religion, à une époque, ou en tout cas en Albanie, n'était pas forcément quelque chose qui était proéminent, ce qui est plutôt rare à cette époque-là, où la religion avait un rôle dans le monde, en tout cas extrêmement fort. Là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Expliquez-nous comment dire, cette exception albanaise. Mhm. Alors, c'est vrai que quand on va en Albanie aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est en fait qu'il y a une vraie tolérance interreligieuse, qu'il y a des mariages interreligieux entre orthodoxes et musulmans, catholiques et orthodoxes. Et en fait, ça pose absolument aucun problème parce que finalement, au-delà de la religion, il y a un sentiment partagé par tous les Albanais, qui est ce sentiment d'albanité. Voilà, c'est-à-dire qu'on appartient à une culture qui dépasse l'appartenance religieuse. Donc finalement, l'appartenance religieuse, elle vient après. Elle est moins importante que l'appartenance, elle est moins importante que ce qui les relie. Et du coup, il n'y a pas de conflit entre les religions. Ça, c'est assez fascinant. Alors que souvent, justement, les religions sont source de conflits. C'est pas le cas en Albanie. C'est clair que la dictature, je pense, a aussi marqué les esprits parce que la religion a été interdite, les prêtres ont été chassés, mis en prison, les églises transformées en salles de sport, etc. Donc finalement, il y a eu pendant 50 ans la religion a été interdite. Donc du coup, quand finalement le pays s'est de nouveau ouvert, il y a eu un retour des religions, mais beaucoup moins fort. D'ailleurs, il y a relativement peu d'extrémisme. Je parlais justement de cette question. Est-ce que la montée de l'intolérance, est-ce qu'il y a des groupes extrémistes qui s'implantent en Albanie? Il y a eu des tentatives, mais c'est pas un terreau très fertile. Les extrémistes, ils ont assez de la peine à s'imposer en Albanie parce que les gens sont pas très très religieux. Donc, par exemple, les femmes portent pas de voile, même s'ils sont musulmanes en général. Mais malgré tout, il disait qu'il y a quand même, il surveillait quand même ça de près parce que, comme dans plein d'autres pays, les extrémistes sont toujours présents et essayent de s'implanter. Mais en Albanie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont pas extrémistes de nature, en fait. On a parlé tout à l'heure de la réception du texte futur en Albanie, mais en Suisse. Je ne sais pas si en Suisse, le livre est sorti à la même date qu'en France. Peut-être pas. Une semaine plus tôt. Alors justement, par rapport à ce ressenti-là des Suisses vis-à-vis des Albanais, de la communauté albanaise, est-ce qu'il y a eu peut-être une compréhension supplémentaire ou au contraire un rejet supplémentaire? Non, alors en fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu des retours très positifs où les gens me disaient ça, je n'étais pas du tout au courant de tous ces aspects-là sur l'Albanie, sur l'histoire. Et que pour beaucoup, c'est une sorte de découverte d'une culture et d'un pays qui est méconnu, en fait. Et c'était assez intéressant parce que finalement, il y a aussi d'autres sujets dans le livre, un des tabous les plus fondamentaux auxquels on va être confronté finalement à un moment donné dans le livre. Mais celui-là, les gens parlent beaucoup moins. C'est beaucoup l'Albanie, en fait, qui ressort, en tout cas, dans les retours que je reçois. Alors, vous étiez amateur de polar. Est-ce que c'était aussi quand vous lisiez justement ces polars, est-ce que vous en lisez encore? Ça, c'est une première question. Mais la deuxième, c'est est-ce qu'il s'agissait de polars avec un inspecteur phare aussi, comme que ce soit Connolly, Mankell, ou des auteurs en tout cas qui ont mis en avant des inspecteurs qui revenaient régulièrement? Oui, alors, j'ai notamment lu pas mal de polars nordiques. Vous avez cité Mankell, c'est vrai que la série avec les Wallander. On sent du Wallander, en effet. Mes premiers polars que j'ai lus, finalement, qui restent pour moi parmi les meilleurs.
Et puis moi, j'ai toujours aimé ce côté série dans la lecture. Donc, de retrouver des personnages, retrouver des lieux. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a motivé et inspiré de me lancer dans une série avec des personnages qu'on retrouve. Et par rapport au titre Cendre ardente, alors évidemment la couverture est parlante et on ne voit pas forcément d'ailleurs l'aigle albanais tout de suite. Moi, au départ, je ne l'avais pas vu tout de suite. On le découvre en effet très rapidement, mais ce titre-là, il est quand même évidemment thriller, c'est le moins qu'on puisse dire, Cendre ardente. Est-ce qu'il y a eu des différents titres à un moment donné et par rapport au choix de Louis également, comment vous travaillez ensemble, non seulement sur la structure du livre, mais aussi sur le choix du titre? Alors, sur le choix du titre, on a eu des discussions beaucoup plus animées sur d'autres titres, comme Qui a tué Heidi, par exemple, où on a eu plein de variantes différentes. Sur celui-là, en fait, pour moi, c'est un titre qui fait. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment de l'écriture il est apparu. Je crois que finalement, c'était quand j'écrivais un chapitre où j'ai écrit une phrase, où tout à coup, il y avait Cendre ardente dedans, qui est venu un peu par hasard. Et puis, il me dit, ah, bah, tiens, ça fait un bon titre peut-être. Donc, il s'est un peu installé comme ça par hasard. Après, on en a discuté notamment avec Henri. Je vois qu'il est assis. Remplace Louis qui est parti fumer une clope. Ah ouais, ah ouais. Ça va, Oui, bien. Et finalement, là, on n'a pas eu beaucoup de débat. Il s'est assez vite imposé, ce titre, avec la couverture. Et puis, il s'est imposé tel quel, on va dire. Puisque c'est vous qui l'avez découvert, qu'est-ce qui vous a justement, qu'est-ce qui vous a plu dans son écriture, dans sa façon de traiter certains sujets? Bah, je ne sais pas si Louis a expliqué au début comment on s'était rencontré avec Marc. Bon, bah voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est que je trouve qu'il y a une forme dans l'écriture de Marc, il y a une lenteur qui s'accélère, qui se contracte, qui s'étend, qui prend de la densité. Et je trouve que c'est très rare dans le roman policier actuel d'avoir ce mélange. En général, les polars sont écrits à la mitraillette. Je trouve qu'il y a une dimension poétique chez Marc. C'est ce qui me plaît beaucoup dans son écriture. Voilà. Et puis les intrigues sont extrêmement bien nouées, évidemment, avec toujours la surprise totale, etc., comme souvent dans le polar. Mais ce que j'aime, c'est que Marc, c'est poétique. Ça fait voyager dans la pensée. Voilà. Merci, Henri. Les indices, vous nous les donnez alors de manière très mince pendant un long moment. Faites languir, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous travaillez cet instant, cette qualité première d'un romancier pour un thriller, c'est justement de lâcher l'indice au bon moment. Comment vous faites comment vous travaillez cette matière-là, de lâcher un indice sans qu'il n'y paraisse? C'est quand même un instant T qui est particulièrement intéressant pour le lecteur, puisque souvent on entend dans les critiques, dans les chroniques, que entre guillemets, on savait déjà l'intrigue, dès les 5-10 premières pages, on sentait quelque chose se pointer. Là, pour le coup, pas chez vous. Vous nous laissez totalement parfois. Comment vous travaillez cet instant-là? Alors, moi, je peux dire un truc. En spectateur, quand je reçois, Marc est le seul auteur que je connaisse qui construit vraiment son livre comme une symphonie, comme une cathédrale de vers, c'est-à-dire avant même de l'écrire, travaille sur Excel, où il voit l'apparition de ses personnages, des évolutions de l'intrigue. Il construit chacun des chapitres comme véritablement on construit une cathédrale. Et je connaissais, moi, qu'une personne, on en avait parlé, Marc, c'était John Irving, quand John Irving était très productif. Il avait une façon, il se faisait un mur de tous ses chapitres, et il mettait à l'époque des stickers, suivant les couleurs, pour le personnage, tel mouvement d'intrigue. Marc fait ça de façon informatique, mais je crois que c'est ce qui donne au lecteur ce rythme. C'est tout ce travail en amont, en plus du travail d'enquête. Pardon de t'avoir coupé la parole, Marc, mais je voulais donner le côté réception.
Merci, Henri, merci. C'est vrai qu'il y a ça. Après, il y a aussi un côté, vraiment, je crois, assez intuitif aussi à un moment donné dans l'écriture. Et quand on connaît bien ces personnages, quand l'intrigue, je l'ai bien en tête, euh, on dévoile un certain nombre de choses. Après, ce qui est important aussi, c'est dans la relecture de s'assurer qu'on ne va pas trop loin, qu'on ne donne pas trop d'informations, trop vite. Et là, je fais appel aussi à des relecteurs à un moment donné qui vont me donner leur feedback justement sur ce genre d'éléments-là. Par contre, euh, ce qui était intéressant quand je commence à écrire son ravin, c'est assez vite, je me suis rendu compte que le principal criminel, en fait, on savait quasiment dès les premiers chapitres qui c'était. Donc, je me suis dit, mais en fait, pour une fois, l'intrigue ou le suspense, il n'est pas dans la découverte de qui est le criminel, mais c'est ce suspense qui va être ailleurs. Et je me suis posé la question quelques secondes en me disant, mais est-ce que du coup, ce suspense-là, il va être suffisant pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin de l'histoire, ou finalement, en fait, on connaît le coupable quasiment dès les premières pages. Voilà. Une chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est l'épigraphe. Hannah Arendt, clairement, c'est surprenant. Pour le roman. Et non, je ne sais pas quelle est cette langue. Vous entendez quelque chose? Oui, on a entendu, mais c'est pas grave. Hannah Arendt, pour débuter, quel est ce choix particulier qui est issu de la crise de la culture de 1972, qui parle d'espace-temps, de continuum, de présent, de passé. Pourquoi ce choix-là? C'est intéressant de voir aussi ce que met en avant, ce que met en exergue un écrivain pour définir aussi son roman. Justement, je pense que j'ai perçu pas mal de similitudes dans ce que le peuple albanais, par exemple, a vécu avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment au niveau de la dictature, hein, où il y a une mise en place d'un système, il y a une police secrète, il y a et puis il y avait finalement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on se posait la question de comment les simples gens ont pu travailler dans les camps de concentration, ont pu exécuter de tels ou deux ordres, etc. Et ça, c'est un thème que Hannah Arendt a beaucoup travaillé, auquel elle a beaucoup réfléchi dans ses livres notamment. Et puis en Albanie, finalement, il y a un peu la même question que l'on se posait. Ces gens qui ont travaillé en camp de concentration, enfin en camp de travail, ces gens qui ont travaillé pour la police secrète pour finalement faire de la délation et dénoncer les membres de leur propre famille. Comment on en arrive là, tout simplement? Pour moi, c'est toute une réflexion aussi que je trouve intéressante, qui est la même finalement. Comment est-ce que quelqu'un devient criminel? Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à devenir un meurtrier un jour? Là, on est plutôt dans quelque chose de plus collectif. Qu'est-ce qui va pousser un peuple à un moment donné à s'engager à soutenir un régime comme le régime dictatorial albanais quelque part? Et tous ces mécanismes-là m'intéressent. Et finalement, Hannah Arendt est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ça. Et m'est venue justement cette idée, ce lien entre le passé, le présent et l'avenir, justement parce que en Albanie, il n'y a pas eu cette commission de réconciliation de vérité. Et c'est le point pour moi, le point de réflexion était parti de là. En disant, tiens, mais individuellement, les gens ont besoin de faire le deuil de leur passé pour pouvoir avancer dans leur présent, imaginer leur futur. On a besoin aussi de le faire de manière collective. Et puis, pourquoi ça n'a pas eu lieu en Albanie? Voilà, c'est tous ces liens-là qui m'ont fait réfléchir. Aussi écrit avec votre compagnon un autre livre totalement différent. Qu'est-ce qui vous plaît plus au final? Est-ce que le thriller, le roman noir, est-ce que c'est ce qui vous happe concrètement dans la littérature aujourd'hui? Et ma deuxième question est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour les prochains? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose?
où vous voulez aller aussi plus tard? Est-ce que vous voulez continuer, perpétuer ce commissaire Hauer? C'est vrai que j'aime beaucoup aussi l'écriture de romans policiers pour les enfants. D'ailleurs, je viens de terminer il y a un mois le quatrième de la série et maintenant je l'intercale. Là, j'ai fini Cendre ardente l'automne dernier, donc du coup entre deux, j'ai fait un frisson suisse pour les enfants. Là, je vais avancer sur mon prochain, donc le sixième avec l'inspecteur Hauer, donc ce sera toujours lui, parce que le scénario est déjà quasiment, pas encore ficelé, mais déjà bien avancé. Donc, je vais pouvoir commencer à l'écrire, je pense, ces prochaines semaines. Une deuxième lecture d'un deuxième extrait, Marc, en espérant qu'à côté, ça se calme. Alors, on est un peu plus long au chapitre 9. Une offense à l'honneur n'est pas payée avec des biens, mais par l'effusion de sang ou par un pardon magnanime, par la médiation de bons amis. Canon de Léké Ducagini, livre 8, chapitre 17, paragraphe 598, 6 mois plus tôt. Comme le dit un proverbe de nos montagnes, il est plus courageux de pardonner que de tuer. Nous devrions nous en remettre à Dieu et trouver en nous la force de pardonner, dit Sokol avec calme, d'une voix profonde et forte. Daphina fixa Sokol, elle aimait son frère, même si leur relation était devenue compliquée en raison des activités de Skender. Ils étaient tous deux très ancrés dans le mode de fonctionnement clanique et attachés aux valeurs du canon. Pourtant, elle ne savait pas si sa présence en Suisse était une bonne chose pour souder le clan après l'assassinat de Myriam. Dans une certaine mesure, elle aurait préféré que la responsabilité de chef de famille incombe à son fils Skender. Or, il ne faisait pas l'unanimité. Quant à elle, elle ne partageait pas le point de vue de son fils. Il voulait à tout prix venger la mort de Myriam. Elle était favorable au pardon, non pas qu'elle ait des intentions pacifiques, mais elle estimait que tout cela pourrait bien nuire à leurs affaires. Le côté impulsif de Skender finirait par leur jouer de tour. Elle lui en parlerait entre d'autres yeux. Elle tenterait de le convaincre de réfléchir avec sa tête et pas seulement avec ses pieds. Tout en essuyant des verres, elle tendait discrètement la l'œil. Dieu, qu'il aille se faire foutre, s'exclama Skender. Il se leva d'un bond et glissa rageusement sa cigarette dans le sang d'ami qui débordait de mégots. Si je le pouvais, je l'attraperais, je le ferais tomber du ciel. Où était-il? Pouvez-vous me l'expliquer? Myriam est mort. Ne me parlez pas de ce Dieu. Seule la vengeance permet de régler le problème. Pendant votre écriture, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez voulu changer de narration, changer de vision, changer de scénario? Parce que j'imagine que quand on est auteur de thriller, beaucoup de scénarios se placent en vous, se placent dans votre tête. Comment vous décidez? Est-ce que vous faites une sorte de bêta-test avec d'autres lecteurs pour voir si ça marche? Ou au contraire, c'est plutôt légitime en relisant la piste que vous prenez? Je pense que là, ça dépend un peu autour de quel personnage l'histoire va tourner. Et puis, pour moi, il y a un côté assez intuitif finalement voir comment la trame narrative va se mettre en place. Par contre, ce que je trouve intéressant, justement, c'est d'un livre à l'autre aussi de changer. Mais la trame, finalement, elle est là pour servir à l'histoire. Quelque part, c'est l'histoire qui va m'amener à choisir quelle trame narrative je vais mettre en place. C'est pas forcément l'inverse. Mais je trouve que ça qui est intéressant, c'est que finalement, d'un livre à l'autre, il y a des approches qui sont différentes et puis qui changent la manière d'imaginer une histoire et de la raconter. Mais c'est souvent les personnages qui vont induire ça, je trouve. Est-ce que vous êtes d'ailleurs en accord dans tous les cas avec vos personnages? Est-ce qu'il y a des moments où, au contraire, vous les laissez totalement vous dépasser? Alors, je ne parle pas des méchants, hein, évidemment, puisqu'en effet, les méchants, j'imagine que vous vous sentez peu proche. Mais au contraire, les autres, est-ce qu'il y a des moments où non seulement ils vous dépassent, mais ils vous surprennent aussi pendant que vous écrivez? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes... c'est plus que dépassé, c'est véritablement surpris par ce que vous êtes en train d'écrire? Alors, ça arrive très régulièrement. Et d'ailleurs, même si je suis très bien préparé à l'avance
et que j'ai un scénario qui est bien construit, en général, ce scénario, je le construis jamais jusqu'à la fin. Parce que je sais que de toute façon, il va pas se terminer comme je l'aurais imaginé avant. Tout simplement parce que quand je commence à écrire, que je mets les personnages en scène, il y a des choses qui vont se passer que j'avais pas imaginées. Alors c'est clair qu'après, je garde la ligne directrice, je vais dans le sens qui est que j'avais imaginé. Mais il y a beaucoup de choses qui évoluent, les personnages, certains autres aspects de l'histoire. Et heureusement, parce que finalement, c'est ça que je trouve passionnant dans l'écriture, c'est que tout n'est pas figé d'avance. Ça serait dommage. Si je faisais que écrire ce qui est déjà déterminé de A à Z, j'aurais moi-même en tant qu'auteur beaucoup moins de plaisir à écrire. Parce que là, finalement, ce qui me motive aussi le matin à me lever à écrire, c'est de me dire, bah, tiens, où est-ce que l'histoire va m'emmener? Où les personnages vont m'emmener finalement. Dans un thriller, en principe, c'est le début et la fin. Comment vous décidez? Est-ce que vous décidez de ces deux moments-là en tant que lecteur? Est-ce que c'est ce que vous auriez aimé lire? Ou au contraire, vous faites ça en fonction de l'histoire, en fonction de ce qui peut se passer? Comment vous réfléchissez par rapport à ces deux moments clés d'un thriller? Alors, c'est notamment la fin, pour moi, elle devient assez logique au moment où je suis en train d'écrire. Je sais pas, j'avance dans l'écriture, j'arrête peut-être aux 2 tiers. Et puis, des fois, je me dis, bah, tiens, il y a plusieurs portes de sortie possibles, il y a plusieurs fins possibles. Et soudain, il y en a une qui va paraître logique et s'imposer. Ensuite, là où je fais peut-être aussi attention au lecteur, mais c'est plus aussi moi en tant que lecteur, par exemple, quand il y a une histoire qui est résolue, j'aime pas quand il y a encore 30, 40 ou 50 pages après finalement de situation finale. Parce que quand on prend un chemin narratif, il y a plusieurs étapes. Il y a la résolution, puis après la situation finale. Et finalement, pour moi, après la résolution, j'aime bien qu'on finalise assez rapidement. Et pas, là, j'ai plus envie de traîner quelque part à la fin, par exemple. Donc ça, assez consciemment, je réfléchis à ça aussi. Pardon, je sors un peu d'une crève. J'ai la gorge qui s'assèche un peu. Donc là, je réfléchis aussi au lecteur que je suis en me disant, moi-même, j'aime pas trop comme ça se prolonge trop à la fin, par exemple. Voilà. Ceux qui sont là, si vous avez des questions, c'est le moment. Et si Louis veut également intervenir, c'est le moment. Alors, oui, ton micro est coupé, Louis. Honneur aux invités, s'il y a des questions pour Marc. Oui, d'ailleurs, comment vous travaillez ensemble tous les deux, ou avec Henri, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le texte, est-ce que vous faites des retours réguliers justement sur l'intrigue, sur la caractérisation des personnages, sur comment vous arrivez à vous mettre d'accord, puisque j'imagine que Marc a évidemment un scénario en tête au départ, et que chaque petit événement modifié va bouleverser potentiellement le texte. Alors, en règle générale, moi, j'envoie un manuscrit qui est relativement abouti et j'ai pas mal de relecteurs dans mon entourage avec qui on travaille pas mal sur le scénario, sur les personnages. Donc, ils vont réagir sur la crédibilité du récit, sur sur les détails, sur l'intrigue et tout ça. Donc là, il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire avec mes propres relecteurs avant que ça aille chez l'éditeur. Et là, sur le dernier, on a travaillé avec Henri, par exemple. Ce qui est toujours intéressant, parce que ça, c'est un travail que moi, j'ai de la peine à faire, c'est de resserrer certaines parties de texte, où des fois, je me suis un peu laissé aller, où il y a un peu trop de narration. Là, il y a ce côté de dynamiser, de resserrer, par exemple, certains passages. Et ça, ils le font très bien, alors que moi, j'ai plus de peine à un moment donné à couper dans le gras. Oh, c'est le plus court des 5. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Donc j'imagine qu'au départ, c'était bien plus. Non, ça va en fait. Celui-là, on n'a pas trop coupé.
C'est le précédent, il y a eu pas mal de coupes de plus. Là, c'est aussi finalement l'histoire qui a fait que le livre est devenu plus court. Ce n'est pas un choix d'emblée. C'est tout d'un coup l'histoire a fait que ça s'est un peu raccourci plus que les autres. Bien. Bon, eh bien, il est temps de vous remercier. Tous les deux, on vous laisse aller boire. Marc, il faut que vous vous désaltériez là. Là, il faut. Oui, effectivement, je vais aller. Merci infiniment à tous. Merci Henri, merci Louis, merci Marc. Et si vous voulez en savoir Merci beaucoup à tout le monde. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire albanaise, avoir un bon thriller qui vous tient en haleine, c'est le moment de céder pour Cendres ardentes, parce que c'est rare d'avoir autant d'éléments historiques aussi, d'éléments qui nous tiennent en haleine, c'est le moins qu'on puisse dire aussi, mais un thriller complet avec lequel on arrive à apprendre beaucoup de choses. C'est pas si fréquent. Donc, merci à tous les trois. Et on espère que Cendres ardentes aura le même succès en Suisse et en France. Merci Anthony. Merci Anthony. Merci Anthony. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram ou comme ça. Je réponds volontiers. Je réponds très rapidement d'ailleurs, Marc. Très actif. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci Anthony. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.